Bien, donc classiquement, mais non moins sincèrement, je vais commencer par remercier donc les organisateurs et en l'occurrence organisatrices principales de ce colloque, donc à savoir Laetitia Atlani-Duo et Tiffaine Duriez. Donc cette manifestation fait suite à celle de Lyon qui s'est tenue en novembre 2021 et pour ma part, donc sur le même sujet, j'ai également participé à deux autres rencontres à Sofia, donc en visio, c'était entre les mots et entre les mondes, donc narration de la pandémie, et à Marseille, donc anthropologie et Covid-19, état, expérience et incertitude en temps de pandémie, et c'était une rencontre à Madès, et où j'ai présenté une communication intitulée donc Respiration animale sous Covid-19, dont le contenu est très proche de celle que je vais vous livrer ici. Je vais donc poursuivre une réflexion que j'ai entamée dans ces fameuses communications et par ailleurs une série donc, de publications que j'espère réunir dans un ouvrage prochainement. Donc, j'aborde cette pandémie de Covid-19 sous l'angle de ces troubles de la respiration et ce, d'abord en lien avec les chauves-souris et de manière plus large avec la jante animale. Alors, chacun donc, le sait désormais. Les études scientifiques ont révélé donc, chez les 1400 espèces de chauves-souris un système immunitaire particulièrement performant et ce dernier donc, est en mesure d'inactiver les nombreuses espèces de virus qu'elles hébergent. Et ces virus, donc, en général, ne les rendent pas malades, mais ils s'avèrent donc, pathogènes pour leurs nouveaux hôtes, et ce, une fois que la barrière donc, des espèces est franchie. Alors, je ne vais pas aller plus loin, il ne s'agit pas de mon domaine d'expertise médicale en tant que tel. Je renvoie donc ici notamment à l'ouvrage auquel j'ai participé, Chauve-souris aux frontières entre les espèces, donc coédité par Keck et Morvan. Je vais ici m'attacher à deux caractéristiques propres à ces animaux, l'une conditionnant l'autre. La première est cette position donc particulière que beaucoup d'entre elles adoptent au repos, pas toutes, mais beaucoup, et elles se tiennent la tête en bas, et dans ces conditions, elles respirent donc mal, très mal. Alors, voici donc un dessin qui était recueilli en Pays-Louis burkinabé dans le cadre d'un travail sur les représentations des chauves-souris en contexte post-Ebola. Chauve-souris, donc donné également comme étant à l'origine indirecte du SARS-CoV-2, on reviendra dessus, et considérée en un premier temps comme véritablement une zoonose, donc maladie transmise aux humains par des animaux, avec les chauves-souris comme principal accusé. Alors je signale, puisque comme je parle après Alain Epelboin, que Alain Epelboin a été l'un de mes premiers enseignants en anthropologie des infortunes, je crois que c'est vraiment l'expression que tu préfères, et déjà, il s'intéressait beaucoup au dessin, et notamment dans une série donc, d'ouvrages, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, il y avait justement le dessin d'un sorte de devin guérisseur dans la brousse, en train de couper des racines. Et moi, j'avais trouvé, alors je suis anthropologue, mais ma première formation, je suis psychologue clinicienne, et je travaille notamment sur les Rorschach, etc. Et donc, moi, j'avais trouvé la façon, enfin, le fait de prendre un dessin comme une manière de rendre compte, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et là, bon, je ne vous présenterai pas beaucoup de dessins, mais en revanche, systématiquement, mes travaux de terrain en tant que tels s'appuient sur des dessins, alors récoltés donc autrement, parce que là, disons là, c'est plus de la première main, quoi, hein, c'est sur place. Et là, en voici donc un. Donc, cette respiration entravée, c'est aussi celle, donc, tout à la fois de ceux qui furent victimes de, principe, c'est là, mais enfin, bon, maintenant, on ne sait plus trop, enfin, l'épidémie de Covid, victimes, donc, dont nombre d'entre elles sont décédées. Alors, je rappelle, 6,58 millions dans le monde au 9 novembre 2022, et de tous les autres, sur un mode mineur, obligés ou fortement incités à porter un masque, donc qui entrave le caractère donc, élémentaire de ce phénomène réflexe. Donc, comme j'en ai rendu compte, dans un article, j'allais dire un peu ancien, mais pas vraiment, parce que c'est 2020,
dans Anthropologie et Santé, nous en sommes donc tous venus, et dans le monde entier, à expérimenter donc cette fameuse respiration entravée afin de tenter de se protéger du SARS-CoV-2. Alors parfois, elle est plus ou moins entravée, mais quand là, on nous incite à reporter de nouveau le masque, au moins dans les transports publics, finalement, on s'était habitué, enfin certains d'entre nous, et puis on l'a plus porté. Là, on est censé le reporter de temps en temps, et c'est horrible. C'est-à-dire que tout le travail voilà, d'habitude, bon, là, c'est vraiment, enfin moi, je trouve en tout cas que ça revient, c'est vraiment très dur. Donc, comme j'en ai rendu compte, donc on expérimente cette respiration donc entravée. Et est-ce qu'on en devient pour autant donc plus sensible au sort des chauves-souris qui, ici et là, se retrouvent contraintes à délaisser leurs habitats forestiers à mesure qu'ils se raréfient? Eh bien, rien n'est moins sûr. Alors, on en a deux collègues, donc, ont évoqué donc, cette question, et notamment donc, la déforestation, et à deux reprises, là, cet après-midi, on a évoqué les chauves-souris. Donc, est-ce qu'on en devient plus sensible? Bon, rien n'est moins sûr, comme cela vient d'être souligné par Alice Desclaux, Billot et Sceaux, dans un ouvrage récent qui s'appelle donc, Anthropologie appliquée aux maladies émergentes. Et pourtant, ici, on pourrait parler d'une sorte d'effet boomerang, une sorte de retour à l'envoyeur qui interroge. Et d'aucuns, lors du premier confinement, ont glossé sur une nature qui se vengerait en nous envoyant de nouveaux virus. Alors, Mukwege, par exemple, dans le grand continent, en avril 2020, parlait de l'émergence d'un virus de chauve-souris inventé par la nature pour répondre à la déforestation. En d'autres mots, la nature contre-attaque, elle revient. Et de fait, lors du premier confinement, nous avons tous été témoins, directement ou indirectement, via les médias sociaux, de ce retour, entre guillemets, de la nature dans nos villes. Alors, par nature, on entend ici, en fait, l'apparition d'animaux que l'on n'a guère l'habitude de voir ainsi déambuler dans l'asphalte, ou sur l'asphalte plutôt. Donc, nombre d'images ont circulé, et ici, je vais vous passer donc une vidéo, une parmi donc de nombreuses autres. Voilà. Et droite, gauche. Je crois que c'est droite ou gauche. On m'a tout à l'heure indiqué, mais droite, gauche. Oui. C'est là, voilà. Voilà. Estos Dios, es increíble, no lo puedo creer. Hay pavos reales por la calle, tío. Joder. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous avez compris, j'espère. Il revient. Je vais pas partir. Oui.
Voilà, donc dont nombre d'images ont circulé, donc une vidéo parmi d'autres, des images animées donc ou non, qui furent postées donc ici ou là sur les réseaux sociaux, et certains doivent se souvenir donc du hashtag Animals Taking Over, les animaux donc prennent le dessus. On a eu aussi des mèmes Internet qui ont proliféré, telle cette splendide créature jaune sur Twitter, et qui témoigne de l'exagération de certains commentaires liés à cette nature, donc censée nous guérir. Il est ici indiqué voilà, que finalement, donc, la faune revient enfin dans la tamise, la nature guérit. Donc, des fake news aussi, là c'est l'humour, c'est un autre type voilà, d'image. Des fake news, évidemment, circulent, et tels ces dauphins, par rapport au monde aux animaux, tels ces dauphins qui ont été aperçus donc à Venise, et ce, en raison des eaux redevenues limpides de par la mise à l'arrêt de l'activité touristique. En fait, de manière plus réaliste, un journaliste de Sciences et Avenir constate simplement « Quand les humains sont confinés, les animaux pointent leur nez ». En d'autres mots, donc pour reprendre, et ça je ne sais pas si on a évoqué à plusieurs reprises qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, on peut imaginer que là aussi on a toute une série ça peut devenir une belle phrase, humains confinés, animaux qui pointent leur nez, enfin bon. Bref, en d'autres mots, pour reprendre le commentaire de maintes vidéos semblables à celle que nous venons de visionner, les animaux sauvages s'aventurent en ville parce qu'il n'y a plus de voitures et ils déambulent librement. Alors là aussi, on a pu dire, les animaux sauvages déambulent dans nos villes pendant que nous étions en cage. Et on le constate, ils sont donc bien souvent désorientés, tel ce sanglier. Et là, le commentaire, c'était un sanglier donc fait son show sur la croisette. On a pu découvrir également le top 8 des images d'animaux sauvages donc, qui ont envahi nos villes. Donc, dès lors, à nouveau, la nature reprend ses droits. Dans les rues désertées des villes fantômes, on peut apercevoir donc, des oiseaux qu'on ne voyait pas avant, etc. Et alors là, certains se disent, on n'a pas encore vu les loups rôder, mais pas loin. Et puis là, on a vu quand même des animaux comme les cougars, etc. Bien, donc dès lors, l'inversion revient systématiquement dans les commentaires. Nous voici dans un monde à l'envers. À certains égards, c'est aussi celui vécu au quotidien par les chauves-souris qui s'animent qu'à partir du moment où justement nous-mêmes nous sommes endormis. Donc, quand les humains sont confinés, les animaux ne le sont plus, enfin certains en tous les cas, et parce que là on a vu aussi tout à l'heure, il y avait moi ça m'a un peu troublée, il y a eu une petite tortue, je ne sais pas si vous avez vu, une tortue confinée, alors du coup j'ai demandé c'est quoi cette tortue confinée, et en fait c'était une tortue, il y avait eu un petit accident, et du coup un enfant avait sa tortue, et il n'a pu rien faire, quoi. La tortue avait eu des problèmes. Bon, bref, donc Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, souligne « La nature est continuellement confinée et là, elle se libère ». Un autre président, celui de la Société nationale de la protection de la nature, Rémi Lougléa, souligne les effets bénéfiques de la baisse du bruit et de la luminosité. Bref, de la pollution donc sonore et lumineuse qui est caractéristique donc, des milieux urbains. Donc, Lougléa souligne, ça permet à des animaux d'occuper des espaces largement inconnus, voire de décaler leur propre mode de vie entre le jour et la nuit. Mais en fait, précise-t-il encore, la plupart de ces animaux étaient déjà là. Simplement, on prend le temps de les regarder, même de nos fenêtres. Donc. Et ce d'autant qu'ils en viennent à déambuler en plein jour. On s'ennuie. Et du coup, ça anime le fil de nos jours confinés. Alors, des tas de témoignages. Si le confinement des humains offre un peu de répit aux animaux, certains disent que quand même, il les prive aussi de nourriture, puisque un certain nombre d'espèces sont habituées à manger nos déchets. En ville, la nuit, quand on ne les voit plus, enfin, la plupart d'entre nous, on ne les voit plus. La disparition du tourisme les affecte aussi, les prive d'un certain type de nourriture et les pousse donc parfois sur le chemin de l'errance en ville, comme ces pans en balade à Madrid qui ont quitté leur parc,
ou même ces hordes de singes que l'on a vues donc, en Inde. Donc, dès lors, les conclusions s'imposent à bon nombre d'observateurs. Il nous faut donc repenser notre façon de cohabiter avec les animaux. L'errance de ces animaux suggère une sorte de nouveau partage du monde. Et vous avez là, enfin, je prends la communication aussi d'un de nos collègues ici, souligner que Covid, mais c'est d'abord, qu'est-ce que ça dit fondamentalement de cette transformation du monde dont on a eu, comme ça, quelques échos à ce moment-là. Et Joël Zask, dans un livre qui s'appelle Zoocities, des animaux donc sauvages dans la ville. Alors, voici la couverture. Alors, elle est bizarre, la couverture. En fait, il n'y a pas de blanc comme ça. Là, je précise, c'est un livre que j'ai laissé donc, dans mon jardin. Et puis, étonnamment, il a été un peu mangé. Je ne sais pas par qui. Je ne sais franchement pas par qui. Donc, escargot, rat, enfin, j'en sais rien. Bref, en tous les cas, il y a des animaux qui se sont reconnus, clairement. Et bon, why not? Donc, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville, elle écrit, en dehors même de ce temps inversé du confinement, de ce retournement de perspective, de cette hétérotypie bien visible, elle dit, nombre d'animaux sauvages s'adaptent aux villes, car ils sont repoussés par une campagne chaque jour plus hostile, polluée, reniée par l'urbanisation ou déréglée par le changement climatique. Dans un autre ouvrage publié en 2021, Face à une bête sauvage, elle propose une sorte de manuel de survie à l'usage des humains urbains, tout en rappelant à la fois, la nécessité de la réduction maximale des interactions. Donc, on le sait, un ours nourri, par exemple, est un ours mort, est-il rappelé sur des panneaux de signalisation, peu visibles à Paris, mais ailleurs on en voit. Et encore faut-il pour cela résister à la tentation d'un certain type de selfie, comme nous l'avons signalé dans un ouvrage récent, Safari et Selfie, où là, un selfie, ça a fini par devenir d'un quelconque total, mais un selfie avec un zèbre, c'est autre chose. Et un selfie avec un lion, alors, bon, le lion peut parfois vous manger, ça arrive aussi, mais en tous les cas, ça a une autre allure. Et seconde précision donc fondamentale apportée par Joël Zask, c'est que nous sommes face à une équation donc à deux variables et que la seconde, eh bien, c'est le partage nécessaire d'un espace devenu donc commun. Il s'agit donc d'une coexistence à penser et à repenser. Et la pandémie de Covid-19 nous oblige donc justement à le penser et le repenser de manière radicale dans le cadre d'une anthropologie écologique des maladies émergentes, pour reprendre l'intitulé d'un panel du colloque de l'AMADES en juin dernier. Ces animaux sauvages, donc, prenant possession donc, de l'espace urbain, lors des périodes de confinement strict, en constitue une sorte de rappel qui n'a, je pense, rien d'anecdotique, en dépit de leur dimension, donc parfois ludique. Et on pourrait presque dire que, quand Sophie Hélène tout à l'heure a évoqué les espèces de petits mots, ça serait les « waouh !» incroyable. Et on a entendu effectivement les pans, on disait « mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il s'agit en fait de l'autre versant d'un certain nombre de zoonoses et notamment du fameux franchissement de la barrière des espèces lorsque des animaux principalement sauvages donc, se retrouvent, et ce donc au quotidien, contraints pour ne pas périr à errer dans les villes. Alors, Charles Stepanov, dans son dernier ouvrage, L'animal et la mort, évoque cette question, et ce, au sein même de notre hexagone, en dehors de la période de confinement. On pourrait dire que c'est le pendant sombre de l'animalisme ambiant, du sentiment de merveilleux évoqué par certains à la vue de ces animaux sauvages devenus soudain nos voisins, dit encore Joël Zask. Alors, Andreas Malm, dans La chauve-souris et le capital, stratégie pour l'urgence chronique, dénonce cela en termes très vifs. Je cite, « Ce genre de romantisme de la pandémie qui s'est développé à mesure que les gens publiaient des photos d'animaux sauvages s'invitant dans les villes, lions sur l'asphalte, biches dans le métro au Japon, etc., eh bien, il évoque des images sublimes, mais, insiste-t-il, le débordement zoonotique n'est pas une technique insurrectionnelle viable pour la faune persécutée. Et comme il le rappelle, et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il n'y a pas eu 36 communications dessus, les grands foyers de débordement zoonotique sont justement des hauts lieux de déforestation.
Donc, le changement climatique, sous la forme d'un réchauffement global, constitue aussi un facteur de stress, à l'origine notamment des phénomènes d'excrétion virale massive. Et on confère ici donc un encadré de Benjamin Frérot dans le récent manuel en français d'anthropologie des maladies émergentes sur l'extrême sensibilité des chauves-souris au stress climatique. On retrouve donc à nouveau le franchissement de la barrière des espèces avec des rencontres à risque de débordement zoonotique. Et ce, d'autant que nous nous plaçons ici dans ce que d'aucuns qualifient de troisième nature, évoqué avec précision par Léna Ballot et Antoine Chopeau dans cet ouvrage qui est intitulé donc, « Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres ». En fait, on peut ici Léna, enfin Ballot et Chopeau parlent ici de tout ce qui, avec troisième nature, parvient à vivre et à poursuivre son existence. Et on peut aisément tracer une véritable ligne de filiation depuis ces champignons de la fin du monde, mis en lumière par Annette Singh, jusqu'à ces animaux sauvages qui se donnèrent à voir à l'ensemble des humains confinés au printemps 2020. Et qui sont encore présents, mais sur un mode plus discret, nonobstant quelques accidents. Dernier en date, un éléphant en Inde qui s'acharne sur une femme venant chercher l'eau, qu'il éliminera à 2 reprises, et il retournera même, soi-disant, s'en prendre à sa dépouille, etc. etc. Bien, donc, d'autres mots, on pourrait ici parler, je suis à nouveau Ballot et Chopeau, une sorte de sentinelle de l'Anthropocène, et le biologiste de St. Andrews, Christian Roos, va même jusqu'à forger le salutaire concept d'anthropose. Anthropose, en fait, c'est cette réduction massive, soudaine et globale de la mobilité humaine. Et si Andreas Malm nous invite à déployer une véritable cartographie inversée de l'épidémie, en mettant l'accent sur les modes de consommation mondialisés, café, thé, sucre, bœuf, et pas seulement huile de palme. Et puis, on pourrait rajouter aussi utilisation extrême de ce que nous avons tous, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos fameux téléphones, donc c'est-à-dire la pollution, donc Internet et une nouvelle exploitation des métaux rares qui sont absolument fondamentaux pour que nous puissions continuer à avoir ce mode de vie totalement donc destructeur pour nos écosystèmes. Donc, autrement dit, nous pourrions parler d'anthropose de nature, non pas salvatrice en tant que telle, mais devant nous conduire à une prise de conscience accélérée de l'évolution mortifère de notre mode d'exploiter la terre et le vivant. Bien, donc anthropose aussi sentinelle, dont il importe de rappeler la force agissante, et peut-être particulièrement au moment où je tiens justement une nouvelle COP, où on aura remarqué l'importance des lobbies, alors non pas les lobbies auxquels moi je fais souvent référence, la population, mais bien les lobbies extractivistes qui ont apparemment envahi de manière vraiment très, très efficace, je ne sais pas, j'espère que non, mais cette fameuse COP. Bien, donc la sentinelle, je reprends, souligne Keck, c'est sa réactivité. Il dit qu'elle se porte très rapidement sur la première ligne de front. Et, rajoute-t-il, c'est aussi sa beauté. Et cette beauté du signal, précise-t-il, l'inscrit dans une effervescence collective. Bon, alors Dieu merci, il n'est pas là, mais je l'avais prévenu, j'utilise cette expression que je trouve très bien, mais il n'utilise pas du tout dans le sens que moi j'utilise. Donc, mais il l'a dit lui-même, ce qu'on écrit est fait pour être détourné. Donc, c'est parfait, je le suis bien. Donc, cette beauté du signal l'inscrit dans une effervescence collective. Et celle-là même, à mon avis, que nous avons éprouvée alors que nous étions enfermés dans les 4 murs de nos logis et que nous regardions effarés les images de ces nouveaux voisins animaux. Alors, pour certains d'entre nous, on les a vus directement. Alors, je crois que certains, les Parisiens, insistaient sur le fait qu'ils ont entendu de nouveau le chant des oiseaux. Bon, moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc j'en ai tout le temps, mais ça m'avait frappé où un certain nombre d'urbains disaient « Ah, mais finalement, il y a encore des oiseaux, on les entend. » Bon. Donc, certaine effervescence. Et si donc nous ne pouvions donc plus respirer, eh bien, y compris lors des rares promenades autorisées, et là, on pourrait remarquer qu'on pourrait s'interroger sur effectivement ce qui est vraiment
fondamentale. Et là aussi, on a estimé que nos promenades à la campagne, en tous les cas, ne l'étaient pas vraiment. Bon. Et notre respiration, donc autrement dit, était vraiment entravée alors que les animaux sauvages, donc on l'a dit, pouvaient goûter au plaisir de la découverte de ces espaces urbains. Alors en fait, comme le souligne de nouveau Ballot et Chocot, ils disent, je cite, « Le monde est en feu. Chaque toux et chaque difficulté respiratoire ne sont que les effets corporels et émotionnels ressentis ici, à l'autre bout de la chaîne, par les forêts et les animaux sauvages. » Donc, c'est bien une cosmopolitique de la respiration, humain et non humain liés, que nous convie, et même, j'aurais tendance à dire, que nous oblige cette anthropose. Alors, et anthropose, alors, effectivement, certains ont dit, oui, c'est peut-être du coup l'avènement d'un autre monde. Alors là, on peut remarquer que pas vraiment, mais en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas si dans 50 ans, 100 ans, là, il y aura vraiment quelque chose d'une anthropose. Hein. Même si pour l'instant, force est de remarquer que non. Tout, enfin, c'est plutôt la guerre qui est juste à nos portes, qui d'une certaine manière, nous oblige à faire des choses que nous n'aurions pas fait, mais qui peut-être étaient justement, enfin, en tous les cas, déjà un peu dans nos consciences, suite au Covid. Bon, mais là, pour l'instant, je pense que c'est vraiment beaucoup trop tôt, hein, clairement trop tôt pour mesurer. Donc, Bruno Latour, où suis-je? Alors, je précise, parce que j'avais présenté cette petite communication là, à mes étudiants, enfin lundi, et ils m'ont dit « Oh, elles sont bizarres, hein, les diapos !» J'ai dit « Non, je n'avais pas vu. » Quand j'ai préparé mon PowerPoint, j'ai fait exprès. C'est où suis-je, parce qu'effectivement, il y a quelque chose, une ordre de confusion. Donc, Latour, dans « Où suis-je, leçon de confinement à l'usage des terrestres », il souligne de façon claire « Grâce au confinement, dit-il, on respire enfin, nous étouffons du masque, de la fumée des incendies, de l'augmentation des températures de l'Arctique, etc., etc. » Donc, de nouveau, il dit « On vit bien cette fameuse crise cosmologique qu'il qualifie encore de nature respiratoire. » Même constat, et chez le jeune latourien, Schulz, dans cet ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Mal de terre », aux accents lyriques. Donc l'auteur, pour fuir la canicule de l'été parisien, part sur l'île très touristique de Porquerolles, que la plupart d'entre nous doivent connaître, et on ne tarde pas à lui évoquer avec nostalgie ces 2 mois de confinement où, je cite, « les rues sont redevenues propres et l'air respirable, les matins ont retrouvé leur calme d'antan, la mer a été de nouveau féconde en poissons, je cite, hein, et insectes et oiseaux se sont réappropriés la terre et les cieux. Hein, est très, très lyrique, alors que, clairement, c'est un jeune sociologue qui quand même vit de manière enfin très, très, très forte la crise écologique. Je crois qu'on parle, je crois que j'ai jamais lu un livre dans lequel l'auteur du début de sa journée jusqu'à la fin s'interroge. Il se réveille, il va par son café, mais son café, ça vient de Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est la déforestation. Il met un t-shirt, voilà, ok, poids carbone du t-shirt. Et tout ce qu'il fait, il l'analyse effectivement empreinte carbone. Voilà. Et puis là, par contre, quand il est sur l'île, à un moment donné, il a comme ça un autre discours, et notamment suite à la vue d'un groupe de flamants roses itinérants, que lui narre avec émerveillement un habitant, eh bien, Schulz en conclut, les nombreux êtres qui la peuplent étaient sortis de leur cachette et se mêlaient hardiment. Donc, en d'autres mots, cet auteur, donc vraiment affecté, j'aurais presque tendance à dire torturé, parce que comment continuer à vivre quand tout ce que nous faisons, absolument tout, est analysé sous l'effet empreinte carbone. Là, c'est la seule solution. Là, on part carrément. Hein. Là, je ne vois pas. Et vraiment, moi, en tout cas, c'est une lecture qui m'a fortement affectée et qui m'a fortement affectée aussi pour l'auteur et aussi pour nos jeunes. Quoi. Parce que, sans aucun doute, il y a la nécessité de conscientiser un maximum. Mais jusqu'où peut-on jusqu'où aller, quoi? Parce qu'arrivé à un moment, il est clair que dans une conception de deep ecology, on sait que de toute façon, l'espèce la plus problématique, c'est nous.
Bon, donc je reviens. En d'autres mots, donc, cet auteur donc, eh bien, célèbre la libération de ces animaux sauvages, pouvant enfin, à leur tour, les respirer. Célébration donc, qui ne durera pas, car le temps du premier confinement des humains, ou du moins sur notre hexagone, n'a duré que quelques semaines. Alors, et c'est l'essentiel de mon propos ici, je pense que là où les mémoires des virus sont donc aussi animales au sens pluriel. Donc, celle-ci, très probablement éprouvée par les animaux non humains eux-mêmes, est celle dont les images ici visionnées et ce hashtag, donc Animals Taking Over, témoignent pour les humains que nous sommes. Alors, à un moment donné, quelqu'un a parlé aussi de fabriquer d'autres nous. Or, fabriquer d'autres nous, c'est peut-être aussi pas simplement nous les humains, c'est aussi justement nous et les non-humains. On a évoqué aussi, on a dit à un moment donné, toutes les vies sont essentielles. Oui, mais pas que les vies, aussi les humains. Donc, autrement dit, tous les animaux non humains sont, et ça il faut le rappeler, quand même loin d'avoir pris le dessus, et ce temps leur a été compté. Il n'en demeure pas moins que ces mémoires animales, donc du SARS-CoV-2, restent gravées, sans aucun doute chez certains d'entre nous, et minima sur la toile du net, où ces images d'un monde inversé, eh bien, ce sont bien les humains qui ne savent plus où ils sont, alors que les animaux découvrent, enfin en plein jour, nos grandes villes, où le calme revenu dans nos îles touristiques comme Port-Cayrol, et ce, donc aux quatre coins du monde. Donc rappelons cet inimaginable, pour la première fois, et peut-être à cette échelle de l'histoire de l'humanité, quelque chose arrive à chacun et chacune. En même temps, à tous et à toutes, en mai 2021, et là je cite des chiffres qui sont un peu différents de ceux de notre collègue Chauvin tout à l'heure. Alors je cite, c'est Maniglier dans un ouvrage dont je n'ai pas repris le titre ici. Enfin, je sais pas, si c'est le philosophe et le virus. Il dit donc, pour la première fois, 4,6 milliards d'êtres humains étaient confinés en même temps, presque les 2 tiers de la population mondiale. 59,2% précisément, donc ont vécu cette expérience similaire et pour les mêmes raisons, alors similaire pas véritablement, mais en tout cas pour les mêmes raisons, souligne donc Patrice Maniglier dans cet ouvrage, Le philosophe, la Terre et le virus. L'auteur, en revanche, ne compte pas le nombre de non-humains libérés du même coup de notre présence. Mais bon, là, c'est un peu plus complexe. Et comme Maniglier le constate, le virus, dit-il, a fonctionné comme un localisateur en ce qu'il a redistribué la répartition du proche et du loin, et notamment en rétablissant, on l'a évoqué aussi, les frontières pour les humains, y compris donc au sein de l'Europe. Bon, en vérité, je pense que la perspective de Maniglier est un peu trop humanocentrée. Le virus, à mon avis, a peut-être rendu caduque l'existence même de la notion de frontière qui sépare les non-humains des humains, et notamment les animaux sauvages, des espaces plus exactement, que nous occupons massivement dans nos cités, et espaces qui étaient parfois, et même très souvent, les leurs. Et on voit ça très très bien dans Stepanov, où un certain nombre d'accidents donc liés notamment à la chasse à courre sont liés au fait que l'animal fuit, il retrouve ses lignes d'œufs, sauf que à l'endroit où il était il y a encore peu de temps, il y a une série de pavillons qui sont là. Bien, donc autrement dit, avec également le surgissement de notre petit animal Trixar, une chauve-souris, devenue vedette bien malgré elle. Même Michel Agier, peu porté sur les animal studies, se demande, donc vivre avec les épouvantails, qu'est-ce qui a transformé une minuscule microscopique bestiole échappée de son milieu sauvage en catastrophe pour tous les humains. Le constat interpelle et interpelle plus encore aujourd'hui, car on n'arrive encore pas donc à rendre compte de l'origine de cette fameuse pandémie de Covid. Dans un récent article intitulé dans le quotidien Le Monde, intitulé Frankenvirus, 2 hypothèses donc étiologiques de la pandémie de Covid sont relatées. 1, celle du passage naturel du virus de la chauve-souris à l'homme via un hôte intermédiaire, comme lors des épidémies de SRAS, de MERS ou même d'Ebola. Et 2, celle d'une contamination par des coronavirus recueillis lors des campagnes scientifiques de prélèvement sur les chauves-souris, qu'ils aient été ou non génétiquement modifiés en laboratoire. Mais dans les 2 cas, il y a en tous les cas cette fameuse notre petite chauve-souris. Et on pourrait imaginer un nouvel hashtag sur logique de l'anthropose, donc du premier grand confinement mondial, qui serait bats again, dont elles sont nombreuses. Donc ces bêtes respirent mal,
mais elles vivent les unes collées aux autres, nonobstant donc leur respiration donc entravée de par leur principale position au repos. Mais en même temps, elles sont ensemble. Il y a un effet groupe qui est là et donc certains ont pu dire en tout cas qu'il les protège aussi. Donc, prenons garde de ne pas leur faire porter de manière unilatérale le poids de nos infortunes virales. On sait leur service écosystémique, donc battent bien évidemment, et elles sont soudées, et j'allais dire, elles sont sûrement plus soudées que les 8 milliards d'humains que nous sommes désormais le sont sur cette surface qui, en revanche, elles ne croient pas du tout. Elles n'ont pas attendu le premier confinement pour trouver de nouveaux logis dans nos villes, elles se sont adaptées et s'adapteront probablement plus encore. À nous d'agir à l'avenant avec ces virus qu'elles nous transmettent directement ou non, ceux que nous connaissons et ceux bien évidemment que nous n'allons pas tarder à affronter. D'où ce fameux mal de terre, éprouvé donc par tous et toutes, humains et non humains. Et je reprends, donc j'insiste sur ces mémoires donc des virus qui sont, j'allais presque dire, à mon avis, presque d'abord animales. Et telle pourrait être donc la conclusion très appliquée donc, à cette communication. Et je pourrais dire que d'une certaine manière, cela m'apparaît, en tout cas, c'est comme une sorte de pièce maîtresse du puzzle de la ou des mémoires, des frontières incertaines de main virus, dont celle donc SARS-CoV-2. Et je dirais qu'il ne reste plus qu'à insérer donc une chauve-souris, ou plutôt une colonie, parce qu'elles sont souvent à plusieurs, sur fond vert, avec plus discret, mais devant pourtant être aussi présent avec ces silhouettes des humains, quelques singes, paons, cougars, devenus urbains lors du premier confinement. Parce que là, je trouve que là, il manque quand même, sauf que c'est vraiment un puzzle, on l'a ici, et étonnamment, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de forêt. Donc je trouve que voilà, il y a la nécessité effectivement d'un vivre ensemble, soutenable, par la force des vivants, et donc d'une coexistence indispensable, qui est la seule condition pour notre survie. Voilà, donc à bon attendeur terrestre, eh bien, on espère donc la salut ou la santé retrouvée. Et donc, merci donc aux uns et aux autres à l'écoute de cette communication, j'aurais tendance à un petit peu iconoclaste, mais c'est un souvenir de ce monde à l'envers, donc vécu lors du premier confinement mondial, donc de ce printemps 2020. Et je vous remercie. D'anthropophobie. Non, moi, je ne dirais pas l'anthropophobie, je dirais plutôt d'ouverture à des mondes peut-être autres. Et puis, je pense que vraiment l'idée de en tout cas, voir peut-être autrement ce que nous avons tous vécu, et la plupart du temps donc mal vécu, qui est le confinement, mais qui est aussi du coup une manière de rappeler qu'il n'y a pas que des humains sur cette terre. Il n'y a pas que des humains sur cette terre, mais par contre, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et sans que ce soit anthropophobie. Ça veut dire que, je sais pas, il y a par exemple un ouvrage récent qui s'interroge sur ces 8 milliards que nous sommes aujourd'hui, en se demandant, devons-nous continuer à faire des enfants ? Et en fait, l'auteur en conclut, oui, mais en même temps, peut-être que ça implique de les éduquer d'une certaine manière, et si ça doit devenir effectivement 9, 10 milliards, ou etc., d'individus tels que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des consommateurs massifs d'outils et d'aliments, parce qu'on évoque certains, mais enfin même ce que nous avons, enfin le café, le thé, c'est quand même, bon, moi je suis très sensible au café parce que je travaille aussi en Côte d'Ivoire, donc voilà quand même les déforestations. Je suis aussi très sensible parce que je travaille dans une région où hélas, il y a beaucoup d'or, donc il y a une destruction mais phénoménale en très 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 peu de temps. Donc c'est pas une anthropophobie, c'est à un moment donné se dire que grâce d'une certaine manière à ce que nous venons de vivre de manière massive, eh bien, il y a peut-être quelque chose, enfin, on peut l'espérer, d'une prise de conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain nos façons de vivre, d'être, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Mais on peut quand même essayer.
On peut essayer et déjà en prendre un peu conscience, c'est important. Et je trouve que vraiment, cette mémoire des virus, dont en plus cette interface donc, qui s'appelle frontière incertaine, virus et vivant, si ça, en tout cas, il y a quelque chose, une sensibilité plus grande aux vivants, et ce vivre ensemble, c'est effectivement un vivre aussi avec les animaux, avec les forêts, avec etc. Et là, bon, je crois que mettre l'accent sur cette logique extractiviste dans laquelle nous sommes, c'est vraiment, 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 vraiment important. Et là, je reprends la communication de notre collègue tout à l'heure, quand il a souligné que cette fameuse monde, à un moment donné, on a parlé, oui, ça va être le monde d'après. Hein. Bon, le monde d'après, il ressemble effroyablement au monde d'avant, c'est clair, mais tout de suite. Mais on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas non plus si effectivement, dans 50 ans ou dans 100 ans, peut-être par la force des choses. Et là, on dira, ben oui, il s'est passé effectivement quelque chose, il s'est passé cette arrivée du SARS-CoV-2, et là, il y a eu un petit moment, lors du premier confinement, où effectivement la pollution était, en tous les cas, elle a été moindre et où on a vu, il y avait des cartes qui étaient absolument incroyables, montrant notamment en Chine la transformation radicale dès lors qu'un certain nombre d'usines étaient mises à l'arrêt. Donc c'est pas une anthropophobie, c'est plutôt, j'allais dire, une sensibilisation forte et une prise de conscience de ce fameux vivre ensemble auquel on ne peut pas échapper. On peut pas échapper. Donc non, je crois qu'on ne doit pas, en tout cas, pour moi, ce n'est pas une anthropophobie, c'est vraiment un vivre ensemble, mais un vivre ensemble dans lequel on puisse prendre un peu plus conscience du fait que nos modes de consommation et nos modes de vie ne peuvent pas être, ils ne peuvent pas s'étendre et que nous-mêmes, bien évidemment, on doit changer d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être qu'il y a automatiquement énormément de résistance, mais on peut imaginer qu'en tout cas, les enfants que nous avons, on peut les éduquer, en tout cas de telle sorte qu'il y ait cette fameuse prise de conscience. Et je crois que là, pour le coup, on est aussi ici dans un amphithéâtre, on est donc dans une université. Donc, comme on dit, la plupart d'entre nous, on est des enseignants. Donc, je crois aussi que dans le cadre de nos enseignements, il y a quelque chose qui doit être transmis. Mais qui doit être transmis non pas sous l'angle totalement catastrophique. Parce que là, effectivement, l'idée de la catastrophe, si elle est perçue comme étant mais vraiment imminente, elle n'est pas nécessairement suivie d'effets très positifs. Donc, il faut aller plus loin. Mais je pense que, justement, en tous les cas, puisque là, il y a vraiment bien, et je crois que c'est fondamental d'avoir un S, quoi. Voilà, donc et je pense que cette mémoire animale des virus dans lequel on rappelle aussi le fait que nous sommes aussi donc, des animaux. Donc là, il y a vraiment un vivre ensemble que je trouve vraiment très, très salutaire et sur lequel moi j'avais envie d'insister dans cette interface. Voilà. On a encore vraiment beaucoup, beaucoup à faire et notamment, là, je suis notamment sur les ouvrages de Piron là, sur les métaux rares et là, ça remet quand même, et notamment donc sur le numérique, sur ces voitures que nous voulons électriques et donc qui doivent du coup, à la limite, c'est loin. C'est-à-dire que généralement, on va extraire ces métaux rares dans des univers qui sont loin des nôtres. Mais sauf que la Terre est une. Donc là, sensibiliser même, je pense que même nous, utiliser moins notre téléphone portable, utiliser moins les réseaux sociaux, envoyer moins les photos de tout ce que nous... bref, tout un quotidien qui, même si on a le sentiment que, il n'empêche que là, c'est à c'est de telles transformations, parce que même, bon, l'huile de palme, ok, mais c'est pas que l'huile de palme, on s'en fout, quoi. C'est vraiment le café, le thé, etc. Donc là, je crois que c'est en même temps, c'est vertigineux. Honnêtement, c'est dur, quoi. C'est vraiment très, et je crois qu'un certain nombre de mouvements de désespoir, comme on voit aujourd'hui avec des mouvements d'activisme qui peuvent paraître dérisoires dans les musées, etc. Là, il y a quelque chose d'un
oui, on essaye de réagir, mais c'est sûrement pas les bonnes façons de faire, quoi. Oui, mais bien évidemment. Et dans les manifs aussi, d'ailleurs. C'est archi évident. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas d'image, ça vaut rien. Donc, oui, le but même, c'est pas tant de détruire telle ou telle œuvre, c'est effectivement de capturer des images suffisamment fortes pour que ça puisse faire le buzz et donc on en parle. Donc là, il y a quelque chose qui est vertigineux dans la transformation radicale vers laquelle on devrait aller, et dans lequel peut-être d'une certaine manière, en tout cas, ce Covid, ou cette Covid, je ne sais pas, donc nous a sensibilisés. La guerre actuellement à nos portes nous oblige aussi à une transformation d'un certain nombre de modes de consommation. Et ce que l'on ne sait pas, c'est ce qui va bientôt arriver et qui, là, peut-être nous obligera plus encore à cette transformation radicale, quoi.